Bonjour, soyez les bienvenus à ce webinaire organisé dans nos locaux de Dakar. Je suis Philippe Cordier. J'ai la chance de diriger la société d'accompagnement international CEMO et j'enseigne par ailleurs le management interculturel dont j'ai un grand plaisir. C'est une véritable passion et j'espère qu'on aura cette passion partagée pendant ce petit quart d'heure que j'espère nous allons passer agréablement ensemble. Alors, ce webinaire s'intitule « Installer sa marque, ses produits hors de sa zone de chalandise, un challenge à ne pas négliger ». Le mot « challenge », en fait, je l'ai choisi à dessein, dans le sens où il repose sur trois thèmes. Premièrement, il s'agit d'une épreuve. Challenge, c'est bien effectivement d'une épreuve. On est challengé, donc on est éprouvé. Il y a une notion de dualité, deux parties qui s'éprouvent, et enfin la notion d'objectif, puisque dans le cadre du challenge, il y a quelque chose à gagner. Voilà, donc c'est dans ce sens que nous allons organiser ce webinaire, avec pour thème principal donc, le prisme de la gestion des risques. Je vais proposer un plan et sur le dernier slide, vous trouverez trois liens pour éventuellement approfondir les thèmes que nous allons aborder ensemble. Voilà, donc dans le déroulement du propos qui nous anime ici, il est possible que certains points évoqués soient plus ou moins désagréables et je précise que je vais d'abord m'adresser à nous, les Français, et on va challenger notre propos sur l'absence de culture de l'interculturel sur le plan national qui ne favorise pas donc, le développement des compétences interculturelles quand on souhaite se projeter à l'international. On peut, dans un premier temps, déjà faire référence, par exemple, avec l'interdiction des statistiques ethniques, qui est une quasi-particularité française, mais qui dénote déjà un certain point de vue. On peut prendre un autre exemple. On a un véritable fonctionnement en silo, qui fait de la société française des groupes constitués de spécialistes, spécialistes de leur spécialité, dialoguant peu ou prou avec les spécialistes des autres spécialités, les uns et les autres étant séparés par de fortes barrières, qu'elles soient idéologiques ou renforcées par des préjugés et des stéréotypes qui sont tenaces, comme c'est encore le cas, par exemple, le cas dans la segmentation classique et tenace, donc, mais surtout idéologique, PME, grand groupe, par exemple. C'est quelque chose qui existe partout. Cette classification n'est pas une spécificité française, mais en revanche, le stéréotype est bien ancré chez nous. Dans un monde qui est complexe, les analyses, les recommandations et les opérations ont un besoin urgent de regards croisés et de grilles de lecture qui sont diversifiées. Par exemple, à la bourse de New York, les traders peuvent avoir une formation en histoire ou en géographie, avoir une expérience passée professionnelle en tant que chauffeur de taxi ou tout autre. Peu importe. Voilà un point donc, qui déjà nous matérialise. Ce n'est pas comme ça qu'on envisage le parcours professionnel. Un autre point concernant, par exemple, notre manque d'humilité culturelle. On peut simplement développer une relation d'égal à égal sans présupposer qu'on sait mieux faire que l'autre, mieux dire, mieux penser que les autres. Ça me rappelle du reste, dans les locaux de l'ambassade, un entretien que j'avais avec le DG du Trésor à Dakar, sur une certaine thématique qui était proche de celle-ci. Je me rappelle lui avoir dit si nous autres, les Français, n'étions pas là, il est probable que la Terre ne tournerait pas rond. Et avec une sens de la répartie qui lui appartient bien, il m'a répondu mais Philippe,
J'espère que tu ne doutes pas de cela. Bien sûr, il s'agissait d'humour, mais de vous à moi, je pense qu'on est bien d'accord pour dire que c'est une posture que nous prenons. On a une tendance également à nous exprimer en public sur la notion de jugement de l'autre. On critique, on pointe du doigt ouvertement, toujours bien évidemment sur la bouteille à moitié vide, et souvent par le biais d'une remarque ironique. Ce sont des attitudes qui sont généralement rédhibitoires à l'international. En effet, la plupart des gens dans le monde ont tendance à intérioriser le négatif et à extérioriser le positif, quitte à l'exagérer. Et nous, on a tendance à faire l'inverse. Donc, le présupposé également de l'expertise interculturelle. Ce n'est pas parce que je suis expert de telle ou telle culture que j'ai développé les compétences pour interagir avec les contacts originaires de cette culture. Je peux par exemple parler parfaitement le Wolof, connaître sur le bout des doigts l'histoire, la gastronomie, le mode vestimentaire, etc. etc. Ce n'est pas pour autant que je ne serais pas extrêmement maladroit dans mes relations professionnelles avec les Sénégalais, par exemple. Voilà pour ce qui nous concerne. Et des exemples, donc, on en a beaucoup au point de vue de relations organisationnelles. On est tous, en tant que chef d'entreprise, concentrés sur les obligations économiques à court terme de rentabilité de nos entités. En revanche, l'expérience nous a montré qu'on peut dépenser des milliards et investir des milliards et, in fine, ne pas rentabiliser ces investissements. Raison pour laquelle, ici, je préconise de guérir, de prévenir, excusez-moi, plutôt que de guérir. Donc, on a une expérience 1993 en ce qui concerne Renault et Volvo quand ils ont eu le projet de fusionner. Et en réalité, cette fusion n'a jamais abouti, minée par des différends politiques et financiers, mais aussi et surtout par des malentendus interculturels qui semblaient rendre inconciliables les deux cultures d'entreprise. Les Suédois, eux, apprécient une certaine distance hiérarchique très modérée. Ils ont été heurtés par les relations autocratiques de leurs collègues français. Pour le Suédois, un bon manager, c'est avant tout un animateur. Tandis que chez nous autres, les Français, c'est l'expertise qui est mise en avant. Chez Renault, l'expertise est mise en avant. De leur côté, de notre côté, nous, on est assez agacés par une prise de décision qui exige des Suédois un long processus de concertation préalable en vue d'obtenir un consensus qui, une fois atteint, ne peut plus être remis en cause. Donc, si les Suédois ont un point fort, un puissant engagement collectif dans la décision prise par consensus, ils ont, de notre point de vue, un point faible, un manque de souplesse une fois l'action lancée, ce qui fragilise leur capacité d'adaptation quand l'environnement a évolué et exigerait de réorienter la décision initiale. Pour nous, donc salariés Renault à l'époque, on a un point faible qui est un manque d'engagement dans des décisions qui viennent d'en haut. Mais on est bien plus réactif que les Suédois lorsqu'il s'agit d'ajuster à l'évolution de l'environnement complexe des opérations. Quand Renault fait alliance avec Nissan, donc 6 ans plus tard, eh bien, après l'échec de ce rapprochement avec Volvo, c'est le retour d'expérience de l'échec de 1993 qui va servir de socle au rapprochement avec Volvo. On apprend effectivement donc des leçons et heureusement. Tout cela tenait donc pour l'essentiel à une absence d'anticipation sur des malentendus culturels, l'illusion de croire que l'appartenance à une même culture professionnelle, donc l'ingénierie automobile en l'occurrence, suffirait à faire en sorte que les uns et les autres allaient coopérer sans difficulté
au déclenchement de la rivalité culturelle née du jugement de valeur porté par les uns sur les autres. Voilà ce qu'on peut dire donc de cette notion et de l'expérience que nous avons. De nombreuses autres expériences auraient pu faire l'objet ici de notre webinaire. J'ai en mémoire, par exemple, ArcelorMittal 2006, et puis j'aurai d'autres exemples à vous donner qui sont moins connus et qui sont régionaux. Je pense notamment, par exemple, à Station Énergie chez nous. Voilà, donc tout cela, beaucoup d'argent dépensé. Il aurait mieux valu, c'était l'objet d'ici de cette présentation, l'expérience Renault-Volvo s'est amenée en tout cas comme une expérience positive pour 6 ans plus tard réussir l'alliance entre Renault et Nissan. Et je ne fais pas bien évidemment ici référence aux derniers éléments de la presse sur les problématiques donc, de son ancien patron. Dans la notion de gestion des risques à l'international, on a un modèle qui est bien connu et qui provient d'un des auteurs fondamentaux en matière de management interculturel. J'ai noté en l'occurrence M. Gert Hofstede d'une étude bien connue, fin des années 60, qui s'appelle l'étude IBM. Donc, leurs travaux ont mené sur une toute soixantaine de pays et qui avaient pour objectif donc, de trouver des déterminants à l'approche culturelle dans les problématiques de gestion managériale. Ils ont tiré de cette enquête de terrain 4 dimensions, donc 4 constantes qui se retrouvent dans toutes les cultures, c'est-à-dire tous les pays dans lesquels ils ont établi cette enquête et qui permet notamment de pouvoir expliquer à la fois les rapprochements et les différences selon ces critères. Je pourrais donner comme exemple le tableau de bord qu'on a tous dans notre voiture. Il y a des constantes, l'essence, le tour minute, etc., etc. Et en fonction de la manière dont j'utilise mon véhicule, eh bien, j'ai la possibilité donc, de visualiser ces éléments de constat. On a quatre constantes, je vous disais. Donc, on a une constante qui s'appelle le contrôle de l'incertitude. Alors, cette dimension, elle concerne la tolérance des membres d'un groupe ou de la société par rapport à l'ambiguïté ou l'incertitude. Dans les sociétés où l'indice est faible, comme c'est le cas par exemple dans les pays anglo-saxons ou encore en Inde, les individus sont donc assez à l'aise avec la notion d'imprévu. Il n'est pas spécifiquement nécessaire de prévoir le futur, puisque par essence, on sait qu'il est imprévisible. En revanche, les sociétés où l'indice est à distance hiérarchique élevée, comme c'est le cas en France par exemple, ou en Russie, eh bien, nous combattons farouchement cette incertitude. Cela signifie que nous mettons en œuvre des stratégies pour réduire cette incertitude. Donc, c'est un élément central en matière de style de management interculturel dans ces pays. Voilà donc pour l'une de ces constantes. On a une autre constante qui fait référence à l'individualisme et au collectivisme. Cette dimension, elle concerne les liens entre l'individu et les membres du groupe. Lorsque ces liens sont forts, on parle donc de communautarisme. Lorsqu'ils sont faibles, on parle d'individualisme. Aux États-Unis, par exemple, où l'indice d'individualisme est un des plus élevés au monde, chacun est censé s'occuper de lui-même, donc c'est-à-dire de sa famille, de ses parents, de ses proches. La solidarité collective n'est pas au cœur du sujet. Lorsqu'on voit par exemple la réforme du système de santé américain, on constate qu'il y a eu donc l'abandon de l'Obamacare par exemple. C'est que l'exécutif américain a mis en œuvre cette décision, vous avez pu le constater sans aucune difficulté. Dans les pays où l'individualisme est faible, il sera important d'investir du temps social
avec ses clients, par exemple, avant notamment de lui faire une offre. En effet, donc, vos clients n'achètent pas uniquement un contrat ou une proposition technique, mais aussi une relation de qualité. Et ils souhaiteraient donc travailler avec quelqu'un en qui il a confiance. Voilà, un des autres aspects, c'est maintenant l'aspect de la masculinité et féminité. Dans les sociétés où l'indice de masculinité est élevé, on constate que les valeurs de compétition dominent. Par exemple, c'est le fameux terme dans la cour de l'école, on entend « les petits garçons ne doivent pas pleurer ». Pleurer, c'est pleurer comme les filles. Ça, c'est pour les pays, bien sûr, où l'indice de masculinité est faible. Dans les autres, donc, on constate, bien évidemment, beaucoup plus de solidarité. Là où l'indice de masculinité est élevé, le rôle des hommes et des femmes ne sont nullement interchangeables dans l'entreprise. Nullement interchangeables dans l'entreprise. Parmi les pays où on a des scores élevés, on a le Japon, l'Autriche, la Suisse, par exemple. Et parmi les pays où le score est faible, c'est-à-dire là où l'indice de féminité est élevé, on retrouve les pays Suède, Hollande et Russie, par exemple. Voilà. Alors, à l'aide de ces 4 constantes que Gert Hofstede et ses équipes ont mis à jour fin des années 60, eh bien, de ce point de vue, il est possible de regrouper des pays selon des caractéristiques qui sont propres, et donc selon des zones. Vous voyez, par exemple, sur ce tableau, on regroupe la faible distance hiérarchique avec l'aversion à l'incertitude, et on y retrouve les pays danois, suédois, irlandais, l'Angleterre, etc., etc. Donc, une première approche ici avec un matériel, ce n'est pas le seul, hein, Gert Hofstede n'est pas le seul, mais on a ici donc une première notion qui va permettre de manière visuelle, dure, j'allais dire, puisqu'elle est recensée sur des échelles extrêmement précises, de pouvoir donc définir des zones et des régions. Bien évidemment, ces dimensions restent à un niveau, j'allais dire, assez faible. Classiquement, dans le management interculturel, dans les études interculturelles, on représente 2 éléments par un iceberg. La partie donc haute, la partie émergée, elle comprend des éléments qui sont plus évidents et plus manifestes d'un contexte interculturel. On peut bien évidemment développer une compétence interculturelle, une expertise interculturelle en apprenant la langue, en apprenant l'histoire, en apprenant la gastronomie, en apprenant les formules de politesse, etc., de telle ou telle culture. La partie immergée, elle, renvoie à des éléments invisibles, bien plus difficiles d'accès, qui seraient donc dissimulés au premier regard à la descente d'avion, par exemple. Comme par exemple le rapport au temps et à l'espace, le mode de raisonnement, les valeurs. Donc il y a des principes qui sont fondés plutôt sur les aspects cognitifs. Eh bien, on a vu précédemment les aspects durs, les aspects émergés, les aspects, donc, j'allais dire, visibles relativement aisément. Mais pour autant, lorsque 2 entités, lorsque 2 personnes ou 2 entreprises se rejoignent, elles sont en contact, eh bien, certains éléments vont se compléter, d'autres se heurter. Et ça va générer effectivement de l'intensité en termes de contact qui va dépendre donc de la profondeur à laquelle j'adresse ces contacts. Par exemple, un rire de ma part lorsque quelqu'un va m'appeler Monsieur Durand,
va peut-être entraîner un malaise chez mon interlocuteur, mais le malaise sera bien plus fort si je réagis brutalement lorsque celui-ci me demande, par exemple, quelle est ma religion. Donc, on perçoit ici que les choses ne sont pas à entendre à un même niveau. Et il est totalement vain de penser que les relations interculturelles sont formulées selon des lois scientifiques. Au contraire, il est essentiel de décrypter le terrain, l'environnement ou l'univers, autrement dit donc la partie immergée de l'iceberg. C'est là en réalité où se situe donc le lieu de l'interaction qui va permettre donc de neutraliser notre jugement de valeur et de maîtriser les clés de compréhension de certaines de nos expériences et observations. Pour réduire donc le risque interculturel dans une démarche d'internationalisation, eh bien, il faut dépasser l'idée de la boîte à outils toute prête qui permettrait d'interagir efficacement avec l'un ou l'autre de quelque nationalité soit-il. La démarche qu'il convient d'entreprendre devrait essentiellement commencer par une définition claire de ces enjeux culturels. Alors ce travail initial peut être réalisé en s'appuyant sur deux aspects principaux. Vous voyez donc sur la partie droite de l'écran, notions que nous connaissons tous, qui font référence à la raison d'être de mon entreprise. Quelle est la raison d'être de mon entreprise? Quelles sont les valeurs qui soudent et qui fondent notre socle commun et qui nous différencient de nos concurrents directs? Quels sont nos objectifs et comment sont-ils adressés dans la chaîne de management? Et puis, vous voyez à gauche ce qu'on appelle les phases d'internationalisation. À quelle phase d'internationalisation donc sommes-nous actuellement? Les niveaux et modalités des échanges et les implications dans les interactions sont bien différentes, qu'on soit à l'étape où l'entreprise, par exemple, étend son marché à d'autres pays en maintenant la production dans son pays d'origine, ou bien à l'étape où l'entreprise est appelée globale, car elle n'est plus identifiée à un pays d'origine, le siège central étant ici une fonction de contrôle et de coordination. Ces aspects seront, une fois définis en termes d'enjeux culturels, comme étant un socle important et déterminant pour la suite de ma capacité, en interne ou en externe, à avoir une opération déterminée vis-à-vis d'une relation partenariale avec des entités économiques qui se trouveraient donc dans d'autres contrées que la nôtre. Ce que nous avons souhaité ici présenter, c'est d'une part donc, une certaine force française qui peut à l'international nous freiner dans nos capacités, d'une part. Deuxièmement, on a constaté que ces particularités françaises ont eu leur lot de déceptions, et on en a encore malheureusement trop, par le manque crucial de prise en charge de ces notions d'interculturalité. On est passé ensuite sur une notion d'outils pratiques, d'outils de cartographie facilement utilisables, qui permettent dans un premier temps, notamment dans une démarche stratégique, de bien positionner dans une première intention les liens que je peux avoir sur des critères qui sont des critères donc, objectivables et reproductibles dans tous les pays. Mais également, ce que nous avons constaté, c'est que cette lecture d'une culture n'est pas suffisante. Ce n'est pas la culture qui rencontre une autre culture, ce sont
deux entités, soit des organisations ou soit des personnes. Et il est important de bien définir dans ce contexte-là des notions qui sont des notions qui font référence à des parties qui sont invisibles, comme on l'a vu sur la partie immergée de l'iceberg. Et donc, ce qui est important avant éventuellement de faire référence à du consulting externe, de la formation interculturelle, c'est pas tant en fait d'aller acheter une formation interculturelle, de faire référence à une prestation qui nous permettrait d'appréhender qui du Japon, qui de la Chine, qui du Sénégal ou autre, mais plutôt de bien comprendre quelles sont les problématiques auxquelles nous allons être confrontés en fonction déjà de nos propres valeurs, de ce que nous-mêmes nous devons mettre en place en interne, et donc des relations que nous allons devoir initier. On n'abordera non plus la problématique interculturelle comme une boîte à outils, un peu comme le code de la route, ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, mais plutôt sur quels sont les problèmes que je vais devoir résoudre pour assurer la pérennité de mon entreprise à l'international. Vous trouverez ici donc trois liens qui font référence pour le premier donc, à des travaux relativement anciens, je crois, fin des années 90, mais qui restent tout à fait intéressants, sur lesquels l'AFD sur les mêmes problématiques, sur le même type de prestations, dans les différents pays, a mené des travaux qui sont intéressants et qui sont donc totalement disponibles sur Internet. Bien, deuxièmement, donc, un site consacré à une approche pratique de la culture, donc, selon le modèle Hofstede. Vous pourrez librement sur ce site aller rechercher des informations précises sur des pays précis, sur les dimensions de Hofstede et faire des analyses comparatives, par exemple. Et puis, vous retrouverez chez un auteur qui s'est intéressé à la notion de sens, Philippe Deribard, un ouvrage fin des années 90, mais tout à fait d'actualité, et qui met en exergue donc, cette particularité française qui est la nôtre. Je vous remercie infiniment du temps que vous avez accordé. J'espère que, comme moi, vous allez être passionné par les problématiques interculturelles et notamment par la diminution du risque à l'interculturel. Je vous souhaite une bonne continuation sur l'IDO 2020 et nous restons à votre entière disponibilité. Au revoir. Merci.